Qu'est-ce qui cause le plus souvent des problèmes dans une relation? Alors, il est logique de supposer que chaque couple a ses propres raisons de se disputer et de se déchirer, c'est vrai. Maintenant, les experts identifient 7 urgences courantes qui ne dépendent pas de la durée et des caractéristiques de la relation. En fait, trouver la source de leurs problèmes, se sortir d'une impasse, sauver leur mariage, telles sont les demandes que les couples au bord de la rupture adressent chaque jour aux sexologues, aux psychologues, aux psychothérapeutes, aux coachs. En fait, ils s'attendent presque toujours à recevoir des conseils précis, sur ce que devrait être leur vie commune. La raison en est d'une part le manque de directives et d'autre part le désir de minimiser la responsabilité personnelle dans la relation. Quels sont les autres pièges, à part celui d'éviter les responsabilités, dans lesquels on peut tomber lorsqu'on vit ensemble? Je vous les donne. Premièrement, la symbiose totale. Paradoxalement, les unions les plus fragiles sont celles qui, au début de la relation, représentent une symbiose totale. En clair, la fusion de partenaires qui deviennent tout l'un pour l'autre. Amants, amis, parents, enfants. Ils se comportent comme s'ils étaient laissés seuls sur une île déserte jusqu'au jour où leur vie est envahie par quelque chose qui veut perturber leur relation exclusive. D'accord ? Ça peut être la naissance d'un enfant. Comment construire une vie à trois s'ils n'ont vécu que l'un pour l'autre auparavant? Ça peut être un projet intéressant chez l'un des partenaires, mais plus souvent, le sentiment que l'un des conjoints commence à étouffer. Ça, c'est le début d'une crise. Un partenaire est déçu, l'autre se sent trahi. Dans la plupart des cas, ces couples ne se séparent pas pacifiquement. Ça veut dire que ça ira à la hauteur de la passion qui a été la leur. Donc la symbiose, c'est sympa, mais il faut avoir une vie commune. C'est clair, mais chacun doit avoir ses propres espaces. Important. Deuxième chose, refuser d'être différent. La personne que nous aimons, n'est pas une copie de nous-mêmes. Une déclaration qui est évidente en théorie, mais absolument pas en pratique. Les conflits majeurs commencent souvent par des petites choses que nous avons tendance à nier. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire ne partage pas nos réactions et nos désirs. Ça nous surprend et ça nous déçoit progressivement de lui. Il ne me dit pas ce qu'il ressent, il ne comprend pas les efforts que je fais, elle ne veut pas de sexe quand j'en ai envie. Ça ne sont que quelques-unes des plaintes entendues lors des séances en thérapie de couple. Il parle du refus des partenaires d'accepter les différences qui les séparent, ce qui transforme leur vie commune en un champ de bataille et souvent une épreuve éternelle. D'accord ? Troisième chose, le déficit de communication. Les couples oublient souvent combien le dialogue est important pour apprendre à se connaître et à se comprendre. Comment apprendre à connaître les désirs et les besoins de l'autre? Comment faire des projets ensemble? Seulement en parlant. Sinon, tôt ou tard, nous nous rendons compte que l'être aimé n'est pas du tout comme nous l'imaginons. Autre chose, le manque de communication entraîne des malentendus. À quoi bon lui dire ce que je veux? Je sais déjà ce qu'il va dire. Convaincus qu'ils se connaissent, les partenaires trouvent inutile de se parler, ils s'étiquettent les uns les autres et vivent les uns à côté des autres au lieu de vivre ensemble. Quatrième chose, le couple thérapeutique. Dans ces couples, il existe un contrat tacite et souvent inconscient de dépendance mutuelle. C'est-à-dire que le partenaire dominant est appelé à guérir l'autre de la dépression, de l'alcool, des échecs professionnels. Agissant comme une sorte de sauveteur, il veut se sentir utile, désiré. Il se désire à travers le pouvoir sur lequel va se construire une certaine forme de romance. Et il arrive que le patient soit guéri et n'ait plus besoin du médecin et des épreuves qu'il a endurées. Ou bien il remarque que la relation est fondée sur la dépendance et que cette personne est assujettie au lieu d'être libérée. Et donc du coup elle va engager une rébellion qui se prépare et ça a peu de chance une fois encore pour que ce soit résolu de manière pacifique. Cinquième chose, l'absence de plan. Pour aller de l'avant, les partenaires doivent faire des plans. Maintenant, l'euphorie des premières étapes de la relation convainc les jeunes mariés de vivre pour aujourd'hui. En conséquence, au moment où les passions se sont quelque peu apaisées, une espèce de trou béant qui se creuse à la place de l'avenir. La vie commune cesse d'être satisfaisante et ça va générer de nouveaux désirs, une nouvelle énergie
Et au lieu de discuter de la situation et de leurs attentes, les partenaires se retirent et partent chacun de leur côté. Comme si ils se plongeaient dans leur travail, d'accord? À un moment donné, l'un des conjoints se rend compte qu'il ne grandit que par lui-même, seul, et décide de mettre fin à la relation. Un autre scénario, relativement fréquent aussi, c'est que les deux partenaires acceptent d'être seuls ensemble et ne changent rien. C'est pire. D'accord ? Ce ne sont plus des couples, mais des personnes qui cohabitent. 6e point, l'aversion au changement. Les gens changent, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Alors je vais le rappeler, c'est important. Les gens changent, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Même les couples forts risquent de connaître une crise avec le temps, s'ils n'apprennent pas à accepter et à s'adapter aux nouvelles réalités. Le changement ne va presque jamais de pair, d'accord ? Et il peut être difficile de reconnaître le changement chez notre partenaire. Il est encore plus difficile d'abandonner la croyance que les gens ne changent pas et que le partenaire, lui, est le même qu'il a toujours été. C'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Il est impossible de se débarrasser des projets et des illusions, ce qui signifie que nous ne l'acceptons pas tel qu'il est devenu. Il faut grandir ensemble et comprendre que l'autre va changer. La jolie femme que tu as épousée va certainement avec le temps devenir moins ou va faire évoluer sa beauté. Peut-être qu'elle prendra des kilos, mais c'est pas grave. La question c'est qu'est-ce qu'on construit ensemble. Et puis enfin le 7e point, c'est la paresse et le fatalisme. Nous nous aimons, donc tout doit bien se passer. Si quelque chose a mal tourné, alors c'était pas de l'amour. Si nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre au lit, alors nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Beaucoup sont convaincus que tout devrait bien se passer dès le début. Et au moindre problème dans la relation, ils décident qu'ils ne sont tout simplement pas faits pour être ensemble. Les illusions formées pendant la période où l'on tombe amoureux empêchent le couple de gérer la phase de la relation où la passion s'estompe et se transforme potentiellement en un autre sentiment qui va être plus mature. Ces partenaires sont habitués à attendre des résultats instantanés, à obtenir tout d'un coup, sans grand effort, à passer d'une relation à l'autre, à satisfaire les désirs dès qu'ils apparaissent. Ils oublient que les relations, et même l'intimité, ça prend du temps pour le construire. Ok ? Tu as 3 ans. De nombreux couples pensent qu'avoir un bébé peut, comme par magie, résoudre tous les problèmes. Au contraire, ça devient souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase et exacerbe une crise existante. Ok ? Pas assez de communication ? Est-ce que ça va devenir encore moins une fusion et une harmonie complète ? Un enfant le détruira. Et à cause de ça, l'un des partenaires aura le sentiment qu'on lui a volé sa place dans le cœur de la personne qu'il aimait. Si vous n'avez aucun projet d'avenir ensemble, l'enfant deviendra le centre d'intérêt d'un parent et l'autre parent se retrouvera sans rien. Pour sortir du piège de la crise, du manque de communication, des luttes de pouvoir, de l'absence de projet, il est important de s'engager sur la voie de la connaissance de soi en contactant un coach, un psychothérapeute et en commençant un travail. D'accord ? Je ne dis pas que nous avons tous besoin urgent de coaching. Maintenant, il est très important de se regarder de l'extérieur. Ça permet de voir les relations sous un jour nouveau et de se débarrasser des fantômes du passé, qu'il s'agisse des parents ou des relations précédentes. Et bien sûr, la meilleure défense contre les pièges, c'est d'en être conscient et d'essayer de ne pas y tomber. Si vous avez des couples autour de vous, partagez. Si vous êtes touché par l'un de ces syndromes, écrivez. Je serais curieux de voir. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.